Aussi, c'est notre toute première émission, c'est la première fois qu'on broadcast quelque chose comme ça. On a fait tous les tests en amont, donc il n'aurait pas y avoir de soucis techniques. Bonjour à tous, alors ravi de vous avoir avec nous. Enchanté. Alors pour vous permettre de mettre un petit peu des noms sur nos têtes, je laisserai Grégoire ensuite se présenter. Moi, je m'appelle Benoît Dubos, je suis cofondateur de Rooster. Moi, je m'occupe de toutes les questions acquisition, growth et stratégie marketing chez nous. Alors nous, qu'est-ce qu'on est? On est une agence growth spécialisée dans la haute bande marketing. Et aujourd'hui, on a décidé de lancer Vacarme, qui est un moyen pour nous et pour les autres justement de se former en faisant intervenir les meilleurs sur leur domaine avec une approche zéro bullshit, la plus concrète possible, partage d'écran à l'appui pour justement se former aux meilleures compétences possibles. Et du coup, pour vous aider un petit peu à contextualiser tout ça, nous, on a atteint nos 100 premiers clients les 8 premiers mois. Aujourd'hui, on travaille un peu plus de 200 clients et on s'est principalement reposé sur notre expertise en outbound, en contenu, mais on a une petite lacune, mea culpa, qui est qu'on est des billes absolues en SEO. Voilà, donc c'est vraiment le néant. C'est pour ça que j'étais très 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 intéressé d'échanger avec Grégoire, parce que voilà, aujourd'hui le SEO, ça reste une des compétences clés à maîtriser si on veut justement avoir une acquisition pérenne, scalable et rentable. C'est l'objectif de cet échange. Donc voilà, je vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vais pouvoir passer la parole à Grégoire qui va prendre le relais et nous envoyer toutes les notions et toutes les connaissances dont on a besoin. Voilà. Merci. J'espère que vous êtes super chaud. Moi, perso, je suis en feu. Juste petite précision, effectivement, comme Benoît l'expliquait, c'est la première. C'est pour ça que moi, perso, j'ai encore ma coupe mulet de confinement. Donc, soyez indulgents là-dessus aussi. Et j'ai aussi une connexion qui est un peu en PLS. Je suis désolé d'avance. Vite fait pour me présenter, du coup, moi, je suis Head of Growth chez WisePops. Pourquoi je peux vous parler de SEO aujourd'hui? C'est parce que nous, en fait, on fait quasiment 100% d'acquisition en SEO chez WisePops. En gros, aujourd'hui, on a 1,6 million d'ARR et notre budget marketing, c'est genre 2000 euros par mois et c'est principalement du Google Ads. Donc, en gros, nous, on fait quasiment que de la recherche. Aujourd'hui, en termes de référence, donc en France, on a Welcome to the Jungle, Badzac, Asphalt, etc. Et avant de travailler chez WisePops, j'ai fait de l'acquisition chez Doctolib, où en fait, j'ai lancé l'équipe acquisition. Donc en gros, 95% de CA vient du SEO. Aujourd'hui, on a 76 positions sur 162 qui sont dans le top 3. C'est-à-dire que moi, en gros, pour évaluer mes résultats, je traque 162 mots-clés qui sont clés dans mon activité. Pour 76 d'entre elles, on est dans le top 3. Donc j'estime que je fais un boulot correct. Et voilà, et aujourd'hui, on fait 1,6 million d'ARR avec seulement 7 employés. Et ça, c'est vraiment grâce au SEO. Juste après, je vais vous présenter un peu le cadre de l'exercice, quel contexte on va se mettre pour l'exercice. Ensuite, on fera quelques bases de SEO, c'est vraiment pour les débutants et pour qu'on soit tous un peu alignés sur qu'est-ce que tu fais dans quel ordre. Ensuite, on parlera de comment tu prépares un plan de contenu, c'est-à-dire comment tu recherches des mots-clés, comment tu priorises les mots-clés à travailler. Et une fois que tu as tous tes mots-clés, comment tu organises ton contenu pour répondre à ces mots-clés. Et on ira par un peu de rédaction avec des conseils assez simples pragmatiques pour écrire du bon contenu. Et puis à la fin, des petites références que vous retrouverez dans les slides. Alors du coup, vite fait, donc on va partir sur un cas fictif qui est un logiciel de gestion de trésorerie, qui est un cas un peu technique. Comme ça, en fait, vous verrez qu'avec les bons outils, même si vous connaissez pas du tout l'industrie dans laquelle vous allez, on peut très bien s'en sortir. Et donc l'objectif, en fait, pendant cette vidéo, c'est de voir comment on identifie les mots-clés à taffer en premier. Ensuite, trouver des types de contenus qu'il va falloir créer pour se placer. Est-ce qu'il faut créer des contenus type blog? Est-ce qu'il faut créer des contenus type landing page? Comment est-ce qu'on va réussir à se placer au-dessus des concurrents? Et ensuite, comment on adapte la structure de son site? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à placer les articles, les liens entre eux, etc. Et enfin, dernier point, ce sera apprendre à rédiger
pour le SEO. Ça va être très, très simple. L'idée de l'heure, c'est vraiment de faire des trucs pragmatiques. Il n'y a pas du tout de hack. Il n'y a pas de truc genre exclusif. C'est juste la méthode pragmatique, carrée pour arriver à bien monter son SEO. On va commencer vite fait par quelques bases avec cette superbe image. En fait, l'idée, pourquoi je vous montre cette image, c'est parce qu'en fait, souvent, les gens ont tendance à un peu avoir une image fausse de Google. En fait, Google, il faut se rappeler que c'est des robots, c'est des algorithmes. Et donc, en fait, typiquement, Google n'est pas capable de comprendre un article. Google n'est pas capable de dire si votre contenu, c'est vraiment un contenu qui permet d'apprendre des choses. Donc, pour moi, c'est un peu une taupe, c'est des robots, c'est un peu débile. Et donc, l'idée, c'est que quand on fait du SEO, il va falloir s'adapter à ça. Il faut se dire, on travaille pour des algorithmes. Et donc, il va falloir écrire avec l'idée derrière que c'est des algorithmes qui vont lire le contenu, analyser des signaux. Et donc, il y a une méthodologie spécifique. Bien sûr, votre contenu, il doit être rédigé pour des humains, parce que c'est des humains qui vont le lire. Mais il y a aussi des choses un peu simples pour que ça parle à Google. On va ensuite parler très rapidement des 3 bases du SEO. En fait, le SEO, en général, ça va reposer sur 3 axes. Le premier axe, c'est un axe technique. C'est-à-dire, est-ce que Google, il connaît vos pages? Est-ce qu'il est capable de visiter vos pages? Est-ce qu'il pense qu'elles sont agréables à consulter? C'est-à-dire, est-ce qu'elles chargent vite? Est-ce qu'elles s'affichent bien sur un mobile? Etc. La deuxième base, c'est la pertinence. C'est-à-dire, est-ce que le contenu que vous avez écrit, il répond à la question que l'internaute a posée en tapant ces mots-clés? C'est ce sur quoi on va beaucoup travailler aujourd'hui. C'est vraiment, en général, un des trucs que les gens maîtrisent mal quand ils font du SEO, c'est qu'ils font du contenu qui n'est pas du tout adapté. Et en fait, on voit que quand on travaille bien les contenus, en général, on va bien remonter. Le troisième point, c'est un point qu'on ne va pas travailler aujourd'hui et qui est un point qui est sans doute le plus compliqué à comprendre quand on est étranger au monde du SEO, c'est la partie autorité. En fait, pour Google, sur le web, tous les sites ne sont pas égaux les uns aux autres. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Si vous êtes un site qui n'a 0 lien extérieur, c'est-à-dire par exemple, je viens de lancer mon blog, personne ne parle de mon blog sur Internet, aucun autre site n'y fait référence. Pour Google, j'ai aucune autorité dans mon domaine. C'est-à-dire que je suis un nouveau site et il y a très peu de chances que Google me fasse remonter dans les résultats de recherche. Pour que Google me fasse remonter dans les résultats de recherche, il va falloir que d'autres sites créent des liens vers moi. Et pour Google, ce sera le signe que je suis un site de confiance. Pour prendre une analogie que j'aime bien, c'est un petit peu comme dans le domaine de la recherche. Et d'ailleurs, l'algorithme de Google, il est inspiré de ça. C'est qu'en fait, dans la recherche, si je suis chercheur en neurosciences, on va considérer que je suis un bon chercheur à partir du moment où, par exemple, j'ai mon article qui est publié par la revue Nature, qui est la meilleure revue pour les sciences. Si je suis publié par une autre revue spécialisée en neurosciences, dans le domaine des neurosciences, je vais être un chercheur reconnu. Donc en gros, l'algorithme est un peu crétin, c'est ça. Donc c'est vraiment un robot qui sans réelle sensibilité et du coup qu'au niveau de la hiérarchie sur quoi il faut se concentrer, ça va vraiment être en priorité sur l'humain, donc sur apporter, c'est ça, des réponses claires aux questions que se posent les gens, plutôt que d'essayer de satisfaire avant tout l'algorithme, puisque les deux vont être, il y a une corrélation directe en fait entre le degré de satisfaction de l'algorithme et le degré de satisfaction des utilisateurs. Oui, alors en fait, si je la caricaturais, je dirais, est-ce qu'il faut choisir entre pertinence et autorité? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'abord se concentrer sur le contenu ou d'abord sur l'autorité? En fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit d'abord du contenu de qualité et après, on va s'occuper de choper des liens rentrants. Mais d'abord, construire son contenu, c'est la meilleure chose parce que tes liens rentrants, tu vas les faire sur tes contenus existants. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit d'abord un maximum de contenu et après, on se préoccupe de chercher des liens et d'essayer d'augmenter son autorité. Ce qui est un peu injuste, et une des questions que Benoît me posait, c'était combien de temps ça met à monter le SEO? C'est-à-dire, est-ce que si je suis un site tout neuf, demain, je suis dans le top 3 des résultats de Google? Et bien ça dépend beaucoup du troisième aspect, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable d'arriver à choper des liens et à faire augmenter votre autorité. Si votre site il est vraiment tout neuf, même si vous avez des très bons articles, ça va être très très compliqué de remonter. On va se lancer et donc là, on va partir sur une première phase qui est la recherche de mots-clés. Donc pour un peu structurer la discussion d'aujourd'hui, on va faire trois grandes parties. On va faire la recherche de mots-clés, l'organisation de son contenu une fois qu'on a trouvé les mots-clés, et troisièmement, la rédaction en elle-même.
Sur la recherche de mots-clés, il faut savoir qu'il y a des pièges qui sont toujours les mêmes. Le premier piège, c'est de chercher à viser des mots-clés qui sont jamais recherchés par les internautes. Ça m'arrive assez souvent de voir des discussions du type « Eh ouais, les gars, je suis trop fort, je suis premier sur logiciel, CRM pour les petites entreprises. » Ok mec, c'est super, mais en fait, personne ne tape ça dans Google. Et donc en fait, un des gros risques quand on fait de la recherche de mots-clés, c'est de ne pas utiliser d'outils de mots-clés. Parce que du coup, vous allez peut-être viser des mots-clés que personne ne cherche. Donc ça, c'est un premier risque à éviter. Le deuxième, c'est de viser des mots-clés qui n'ont aucun potentiel business. C'est-à-dire, typiquement, mettons, j'ai un logiciel de gestion des réseaux sociaux et je suis premier sur comment rajouter une photo de profil sur Instagram. Dans les faits, ça sert à rien d'être premier sur cette recherche parce que les mecs qui tapent ça, c'est pas du tout des mecs qui vont acheter ton produit. Donc il y a aussi, c'est hyper important d'arriver à trouver des mots-clés qui sont vraiment, qui ont un potentiel business où tu vas pouvoir derrière faire de la conversion, faire de la vente. Et la troisième erreur, qui est assez courante, c'est de viser des mots-clés inatteignables. Je vais prendre un exemple très concret. Souvent, tu parles avec des mecs qui débutent en SEO, ils veulent travailler un mot-clé où le premier résultat, c'est Wikipédia. Bah là, mec, il faut juste se dire que tu seras jamais devant Wikipédia, il faut être humble, il faut trouver un mot-clé qui est un petit peu plus niche et qui va te permettre d'être positionné. Si tu vois que sur le mot-clé que tu recherches, tu as juste des gros mastodontes du web qui sont devant toi, ça va être un peu plus chaud. Et donc, dans ce cas-là, on essaie de trouver des mots-clés un peu plus niches et ça permet de trouver un espace un peu plus confortable, un peu plus accessible. Ensuite, la recherche de mots-clés, elle va beaucoup se faire avec des outils SEO. En fait, globalement, on ne peut pas faire de la recherche de mots-clés sans outils. Donc là, je vais vous mentionner quelques outils qui sont utilisables. Le premier outil, c'est le Keyword Planner de Google Ads. En fait, c'est un outil qui est dispo par défaut quand vous avez votre compte Google Ads. Mais comme je le mets dans mes slides, franchement, le seul intérêt de cet outil, c'est qu'il est gratuit. Le reste, c'est assez éclaté et pour faire du SEO, c'est pas le meilleur. Ensuite, on a Ahref. Ahref, c'est l'outil que je vais utiliser là pendant l'heure qui suit. Pour les mecs qui n'ont pas trop de budget, ils proposent d'essayer l'outil gratuitement. Enfin, pas gratuitement, ils proposent d'essayer l'outil pendant une semaine pour 7$. Franchement, en une semaine, vous êtes capable de faire tout votre plan de contenu, lâcher 7$ et après, vous pouvez annuler votre abonnement et tout se passera bien. Un autre outil que j'aime bien s'appelle keywordfinder.com. C'est un outil qui est particulièrement accessible pour les débutants, donc que je recommande surtout si vous êtes débutant. Ensuite, on a les classiques, SEMrush, Moz, c'est à peu près la même chose qu'Ahref. On va juste faire un petit explicatif sur ces outils pour comprendre pourquoi on utilise ces outils-là. En fait, globalement, tous ces outils font la même chose. Ils vont récupérer les volumes de recherche directement auprès de Google. Donc, en fait, les données de volume de recherche, c'est exactement les mêmes que si vous utilisez le Keyword Planner de Google. Mais en fait, ce que ces outils font en plus, c'est qu'ils rajoutent plein de données SEO en plus qui vont vraiment, vraiment nous faciliter la vie. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais dégager les slides et on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et se lancer. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais lancer Ahref qui va m'accompagner là pendant au moins 20 minutes. Et donc, la première étape qu'on va faire, c'est en fait une étape assez ordinaire quand on fait de la recherche de mots-clés, c'est de rentrer un mot-clé source. Ce mot-clé source, en fait, c'est votre mot-clé instinctif, c'est-à-dire quel est le mot-clé que je pense les utilisateurs utilisent pour chercher mon produit. Donc là, par exemple, je suis toujours sur mon logiciel de prévision de trésorerie. Donc, je vais utiliser le mot-clé prévision de trésorerie. Et vous allez voir comme Ahref est bien foutu. Donc là, je vais aller dans All Keyword Ideas sur la gauche. Et en fait, cet outil est assez magique dans le sens où il va vous sortir direct des mots-clés qui sont liés à cette thématique. Ce qui est important là-dedans, je vais vous présenter quelques KPI qui sont importants à comprendre pour comprendre où est-ce qu'on met les pieds. D'abord, le volume. Le volume, en fait, c'est le nombre de gens qui tapent ce mot-clé dans Google chaque mois. Donc là, par exemple, il y a 7800 personnes par mois qui tapent prévisionnel d'après Ahref. Ensuite, on a la donnée de clic. La donnée de clic, en fait, Ahref regarde la page de résultats et va voir en fait s'il y a des widgets ou s'il y a des choses comme ça qui font qu'il y a plus ou moins de clics sur le premier résultat. Je vais vous donner un exemple. Si je tape par exemple Dentiste Paris,
Vous voyez qu'en fait, là, j'ai des pubs, là, j'ai des pubs, là, j'ai des pubs, là, j'ai Google Maps. Donc, en fait, quand je suis premier sur Dentist Paris, le nombre de clics que j'aurai, même s'il y a beaucoup de gens qui tapent Dentist Paris chaque mois sur Google, le nombre de clics que j'aurai, il va être très, très, très limité, puisqu'en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui vont être pris par les pubs au-dessus. Donc, en fait, Ahref va faire une analyse vite fait et va dire, en fonction de ce qu'il analyse, il va dire, si tu es premier, je pense que tu auras 2500 clics par mois. Il y a un dernier métrique que je voulais vous présenter qui est le métrique le plus difficile à comprendre quand on est nouveau en SEO. Le métrique qui est là, qui s'appelle KD. KD, c'est pour Keyword Difficulty. En fait, ce métrique, il va résumer la difficulté à se placer en première page de Google pour ce mot-clé. Cette Keyword Difficulty, sur quoi elle est basée? En fait, Ahref va prendre les 10 premiers sites là qui arrivent sur la page, il va les analyser et il va calculer un score estimatif de leur autorité, c'est-à-dire combien de liens ils reçoivent. Et il va estimer en fait si les joueurs qui sont en face de vous sur ce mot-clé sont des joueurs qui sont genre très difficiles à battre, type Wikipédia, ou est-ce que c'est des sites qui sont pas très difficiles à battre. Et en fonction de ça, il va vous faire un score de 0 à 100. Donc là, vous voyez que sur cette thématique, on a des scores qui sont très très bas. Donc la difficulté va a priori pas être trop un enjeu pour nous aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de voir comment concrètement on avance. Il y a une étape ici qui va être un petit peu fastidieuse, c'est qu'en fait, on va regarder tous les mots-clés et on va essayer de voir lesquels nous paraissent intéressants à rajouter aux mots-clés à cibler. Comme c'est un peu fastidieux, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un filtre. Je vais par exemple rentrer ici Include All Words Trésorerie. Et là, en fait, ça va me permettre de garder que les mots-clés qui ont trésorerie dans le mot-clé. Pourquoi je fais ça? C'est parce que sinon, je vais perdre genre des minutes entières à regarder les 498 mots-clés que Ahref me propose. Et là, on n'a pas le temps du tout. Donc, en fait, je vais utiliser ce filtre. Et ici, je vais mettre mon mot-clé. Et là, on va partir à la chasse aux mots-clés. En fait, ça va être un peu fastidieux, mais en gros, on va regarder les mots-clés. Et comme c'est une étape où moi, je connais pas du tout le domaine, ce que je fais, c'est que ça m'arrive de taper les mots-clés directement dans Google, d'aller voir un petit peu. Alors, idéalement, vous le faites en navigation privée pour avoir des résultats qui sont pas personnalisés. Et là, ça me permet d'aller voir un petit peu quels sont les résultats qui arrivent dessus. Donc voilà, établir un plan de trésorerie prévisionnel, plan de trésorerie définition, etc. Comment faire un plan de trésorerie. Cette étape permet de s'assurer qu'on ne va pas aller cibler des mots-clés qui sont hors sujet pour nous. Et donc, je vais faire cette étape. Donc, pour être très honnête, parce que je n'avais pas envie de vous saouler, j'ai déjà fait l'étape chez moi la semaine dernière. Donc là, je vais aller sélectionner les mots-clés. Donc, plan de trésorerie, budget de trésorerie, tableau de trésorerie. Tout ça, c'est des mots-clés où je me dis, a priori, les gens qui tapent ce mot-clé, il y a moyen que je leur parle de logiciel de trésorerie à un moment et de gestion de trésorerie. Voilà. Et, je vais les sélectionner. Ouais, et du coup, sur quels critères tu te bases pour le coup? Alors, quand tu analyses les résultats de ces recherches-là, pour déterminer que c'est effectivement des recherches plus ou moins intentionnistes et sur lesquelles tu vas pouvoir aller te positionner. Est-ce que tu as des facteurs? Est-ce que tu as des critères spécifiques? Alors, c'est une très bonne question, Benoît, surtout que c'est un truc sur lequel on va revenir plus tard. En fait, pour l'instant, je suis même pas dans une intention d'achat. Je vais juste essayer de sortir les mots-clés qui sont totalement hors sujet. Mon idée à cette étape-là, c'est d'arriver à avoir genre à peu près une 50aine de mots-clés. Donc, je vais en avoir beaucoup trop. Mais en fait, l'idée, c'est d'être encore assez large à cette étape-là. Et après, je vais avoir une étape d'intention. L'étape d'intention, quoi qu'il arrive, en fait, il n'y a pas de magie, malheureusement. L'étape d'intention, on va la juger en allant sur les recherches de Google. Je vais vous donner un exemple et je vais vous faire un spoiler. Dans un des mots-clés, c'est logiciel de trésorerie. Voilà, je vois que des mecs qui vendent des logiciels de trésorerie. Je sais que globalement, ça va être un mot-clé hyper intentionniste pour moi. Mais à cette étape-là, je vais encore ratisser assez large. Dans l'exercice d'aujourd'hui, l'idée, c'est pas seulement de choper des mots-clés directs, hyper intentionnistes, c'est aussi potentiellement de choper des mots-clés où on sait qu'on va réussir à faire venir du trafic sur le blog, du trafic qui n'est pas forcément genre chaud bouillant, mais du trafic qu'on va pouvoir un peu réchauffer et peut-être convertir après sur le site. D'accord. Pour vous donner un exemple personnel, moi aujourd'hui, un des articles qui me rapporte le plus de clients chez Wisepop, c'est un article qui s'appelle Pop-up Examples, où en fait, j'ai groupé dans un de mes articles 36 exemples de pop-up.
à la base, c'est pas un mec qui tape genre pop-up software ou c'est pas lié directement à mon activité. Mais en fait, ça fait venir beaucoup de trafic sur le site, du trafic de gens qui s'intéressent au design de pop-up, et donc j'arrive à le convertir derrière. Et en fait, pour moi, quand quelqu'un tape plan de trésorerie Excel, effectivement, il recherche pas pour l'instant un logiciel de trésorerie, mais il y a quand même des chances qu'on arrive à lui glisser notre logiciel dans l'histoire. Donc là, c'est plus voilà, c'est une extrapolation par rapport justement à la sémantique des recherches en elles-mêmes, plutôt que de baser sur des critères, par exemple, ce que tu vas voir dans les pages en elles-mêmes qui ressortent dans les résultats, une analyse des métadonnées, etc. C'est plus, tu réfléchis au parcours justement de consommation, on va dire, de recherche de l'internaute par rapport à ce qu'il a amené à faire cette recherche. Exactement. On va en reparler après parce que c'est vraiment une excellente question. Mais juste à cette étape-là, pour l'instant, je reste assez ouvert et je rajoute pas mal de mots-clés de manière assez large. Où malheureusement, il n'y a pas de science exacte. Et en fait, il va falloir aller faire un mélange effectivement de réflexion sur le parcours d'achat, comme tu disais. C'est-à-dire, bon, bah, quelqu'un qui tape plan de trésorerie Excel, a priori, il est en train de faire un plan de trésorerie. Donc, typiquement, c'est le mec qui pourrait être intéressé par un logiciel qui facilite ça. Et après, aller voir aussi dans les résultats de recherche de Google. Tu vois, par exemple, quand tu vois que le logiciel de trésorerie, ça ne remonte que des mecs qui vendent des logiciels de trésorerie, bah, on peut se dire, a priori, je tiens le bon bout, tu vois. C'est un truc qui est très intentionniste. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que donc on va cocher manuellement tous mes trucs un peu à l'ancienne hein, et on va les rajouter à une liste. Donc ici, je vais mettre add to, keyword list, et puis je vais me faire une nouvelle liste dans laquelle je vais mettre mes mots-clés. Moi, j'ai un peu triché, je l'ai préparé avant. Et donc, pour vous montrer, en fait, ma liste, elle réunit à peu près, je crois, 31 mots-clés. Donc, pas prise de tête, il n'y en a pas trop dedans. Et c'est la première façon dont on va collecter des mots-clés. Une chose qui est intéressante à noter, c'est qu'en fait, ici, si vous voyez, j'ai essayé de garder que des recherches qui généraient plus de 50 recherches par mois sur Google pour gagner du temps. En fait, l'idée, c'est que si un mot-clé fait moins de 50 recherches par mois, il y a des chances que même si vous soyez premier, ça ne vous rapporte pas énormément de trafic. Donc l'idée, c'est d'essayer de déjà prioriser sur des mots-clés qui font un petit peu de volume. Et d'essayer de ne pas trop sélectionner de mots-clés, sinon on va se retrouver débordé. Voilà. On va passer à une étape suivante, qui est une étape qui, pour moi, relève vraiment de la magie et qui fait partie de tout le charme du SEO. Dans les outils comme Ahref, alors je vais essayer d'expliquer de la meilleure façon que je peux, en fait, ils scrapent en permanence les résultats de Google. Donc, typiquement, le logiciel de trésorerie, là, que j'ai tapé, eux, ils vont le taper chaque mois dans Google et ils vont voir qui remonte en premier sur ce mot-clé. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, plan de trésorerie. Eh bien, eux, la dernière fois qu'ils sont venus dessus, c'était il y a 2 jours. Et ils ont été voir qui était dans les 10 premiers résultats. Donc là, ils voient que c'est les entrepreneurs, BPI, Agicap, etc., etc. Donc ça, ils envoient leur robot. Et en fait, ce qui est hyper intéressant quand on utilise Ahref, c'est que derrière, eux, ils consolident la donnée. Donc par exemple, moi j'ai fait beaucoup de recherches la semaine dernière et j'ai vu que Agicap était un gros concurrent. C'est un logiciel de trésorerie qui remonte très très souvent. Et en fait, ce qui est génial avec Ahref, et la magie va arriver maintenant, c'est que je vais aller ici dans Site Explorer et en fait, je vais taper juste agicap.fr. Et là, en fait, il va me montrer tous les mots-clés pour lesquels ce site arrive dans les top résultats. Donc ici, je suis dans Ahref, je suis dans le Site Explorer et je vais aller dans Organic Keywords. Là, ce qu'on va faire, on va s'assurer qu'on est sur la France. Je vous le dis parce qu'il y a des cas où, quand on utilise beaucoup Ahref et qu'on bascule entre la France, les États-Unis, etc., il faut bien s'assurer qu'on est sur le bon pays. Et puis, ce qu'on va faire aussi pour ne pas perdre de temps, c'est qu'on va faire un petit filtre. Ici, en fait, on va inclure uniquement les positions 1 à 5. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, je ne veux pas aller chercher tous les mots-clés d'Agicap. Je veux vraiment aller chercher les mots-clés où ils sont dans les 5 premiers. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que je me dis que si eux-mêmes, qui a un logiciel de trésorerie, ils arrivent dans les 5 premiers sur une recherche, c'est sans doute que c'est volontaire et que c'est une recherche qui est intéressante pour nous. Donc là, sur cet écran, on va retrouver les mêmes choses qu'on a vues avant. Le mot-clé sur lequel ils arrivent voilà, en top. Le volume de recherche mensuel sur Google. La keyword difficulty. Là, une estimation du trafic généré par le site
chaque mois sur ce mot-clé, la position, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en 1, 2, 3, etc. Donc là, c'est quand même un peu de la magie, parce que du coup, on a accès directement aux mots-clés que travaillent nos concurrents. Encore une fois, on peut ici faire un petit filtre du type include et ne garder que les mots-clés avec Trésor. Donc ça, c'est si je voulais gagner du temps, et je vais le faire parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plus de 404 mots-clés. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais exporter mes datas dans Excel parce que vous allez voir, après, on va devoir tout consolider. Il y a un autre truc tout à fait magique que permet Ahref, c'est d'espionner les Google Ads de ses concurrents. Pourquoi c'est totalement dingue de pouvoir faire ça? C'est qu'en fait, on va pouvoir voir directement quels sont les mots-clés que nos concurrents travaillent dans Google Ads, et donc a priori, quels sont les mots-clés qui sont pour nos concurrents intentionnistes. Là, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que plus vous êtes sur un marché mature, plus vous allez pouvoir espionner vos concurrents et plus vous allez avoir dès le départ beaucoup de données à ingérer qui vont vous permettre d'avoir une stratégie dès le départ qui est hyper solide. Donc là, en plus, j'ai un concurrent qui a l'air déjà bien installé. Ils font beaucoup d'AdWords. Donc là, je suis toujours dans le Site Explorer. Et à gauche, j'ai été voir PPC Keywords. Donc là, il me sort tous les mots-clés sur lesquels il a vu des ads de Agicap. Et puis même si je voulais, voilà, je peux aller voir carrément quels ads ils affichent. Donc là, logiciel bilan prévisionnel, etc., etc. Je peux aller voir à quoi ça ressemble. Donc là, on va faire exactement le même process, c'est-à-dire que je vais inclure que les mots-clés qui contiennent trésorerie et je vais aller exporter mes données dans Excel. Là, je fais un rapide bilan d'étape parce qu'on a vu quand même déjà pas mal de choses. Première étape, rappelez-vous, on prend le Keyword Explorer. Dans le Keyword Explorer, on va y aller à l'instinct, on rentre un mot-clé, on regarde les résultats et on les ajoute à notre liste. Chose que je n'ai pas précisée, on peut le faire avec plein de mots-clés. Donc, si vous avez plein d'idées de mots-clés, vous pouvez refaire le process et ça vous permet d'avoir une liste qui est beaucoup plus grosse. Deuxième étape, on a été espionner les mots-clés de nos concurrents en utilisant le Site Explorer et en allant dans Organic Search. Troisième étape, on a été récupérer les mots-clés sur lesquels notre concurrent fait des ads. Point important à rajouter, que je ne vous ai pas dit, mais pareil, pour les concurrents, vous pouvez, là j'en ai espionné qu'un seul, mais là il faudrait que je fasse la même chose pour sage.com, pour Selge, pour Kiriba, mon Dieu, mais ce domaine est incroyable. Il y a beaucoup d'outils, Kiwili, etc. Donc, si j'avais le temps, là, je prendrais tout et je ferais le même process pour tous mes concurrents. Là, on a peu de temps, donc je vais le faire que pour l'air d'être un acteur qui est déjà bien installé. On a fait cette recherche de mots-clés manuels. On a été ensuite aller prendre les mots-clés SEO de notre concurrent, plus les mots-clés payants de nos concurrents. Donc, à ce stade-là, en fait, on a 3 fichiers Excel qu'on va aller consolider dans une Google Sheet. Et en fait, l'idée ici, au moment où on va faire le copier-coller vers Google Sheet, on va rajouter un petit filtre de volume pour être sûr de ne garder que les recherches avec minimum 50 recherches par mois. Donc là, je vais aller décocher toutes les recherches qui en ont moins. Et ensuite, j'ai juste copier-coller mes choses. Donc voilà. Et donc là, j'ai pris mes mots-clés, je les fous dans mon Excel, enfin dans mon Google Sheet, et voilà. Comme j'ai déjà fait, pour être très honnête avec vous, j'ai déjà fait l'exercice avant, donc je vais reprendre ce que j'avais déjà fait. Donc en gros, pour vous dire la façon dont je me suis organisé, dans la première sheet, j'ai ma recherche manuelle. Dans ma deuxième, j'ai mes mots-clés concurrence. Dans ma troisième, j'ai les mots-clés Google Ads. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi je me fais chier à les mettre dans un Google Sheet et à les garder. C'est pas le contenu, vous allez le faire évoluer. Dans 6 mois, une fois que vous êtes premier sur tous ces mots-clés, eh bien, vous allez reprendre votre stratégie à zéro. Vous allez vouloir rajouter des mots-clés, etc. Et garder une trace de ce que vous avez fait à l'époque, ça vous permet de ne pas repartir de zéro, ça vous permet de garder un historique. Donc, j'ai mes 3 listes là. Le problème, alors je fais un peu vite, mais si vous voulez regarder, vous allez voir qu'en fait, ces mots-clés, ils n'ont pas les mêmes KPI. Quand je fais ma recherche manuelle de mots-clés, j'ai la difficulté, j'ai le volume, etc. Quand je prends par exemple les mots-clés PPC, ça ressemble à un truc tout à fait différent.
où j'ai le volume, mais j'ai pas vraiment la difficulté, c'est pas les mêmes colonnes, etc. Dans un même fichier. Voilà, donc je les copie les uns à la suite des autres. Je vais les dédupliquer parce que forcément il y aura des doublons. Donc je prends tous les mots-clés, je les mets dans la même colonne. Je clique, voilà, remove duplicates. Je vais injecter dans href au même endroit, dans le Keywords Explorer. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, ça me permet, quand je refais ça, d'avoir exactement pile les mêmes métriques, les mêmes colonnes, etc. Alors que là, par exemple, il y a un truc qui manque, dont on n'a pas encore parlé, mais que j'avais pas. Donc le fait de tout reconsolider, de tout remettre dans href au même endroit, de tout retélécharger, ça vous permet en fait d'avoir un résultat. Vous avez une liste avec les mêmes métriques partout. J'avais une petite question tout à l'heure d'un autre Benoît dans le chat qui demandait justement quelle est la nécessité d'exporter justement les mots-clés et cette data dans Google Sheet ou dans Excel. C'est pour la visualisation et c'est... attends, laisse-moi... Il faut que je check un petit truc. Je pense aussi que href est mal foutu sur un truc. Si vous voyez ici, en fait, dans href, je ne peux pas... Alors, c'est totalement débile. Href ne me permet pas d'ajouter ces mots-clés à la liste que j'ai déjà dans href. Sinon, en fait, j'aurais ajouté les trucs à la liste que j'avais déjà. Donc, truc totalement bizarre. Mais du coup, c'est pour ça que j'exporte en dehors de href. C'est qu'en fait, href ne me permet pas de faire ma liste à partir d'écrans différents dans href. Donc, du coup, j'ai une première liste qui est ici que j'ai exportée dans Excel et c'est pour ça que j'ai dû exporter dans Excel. Donc là, en fait, c'est quand même incroyable. Donc ça y est, on est arrivé à une liste de 57 mots-clés pour lesquels on a la difficulté, on a le volume, on a un truc dont je ne vais pas parler parce qu'on s'en fout, on a les clics estimés et on a un truc dont on va reparler après qui s'appelle le parent de keyword. Donc là, on va rentrer dans la phase qui est vraiment la plus difficile parce qu'en fait, c'est la phase vraiment la plus manuelle. On va prendre en fait tous les mots-clés qu'on a et pour tous les mots-clés, on va attribuer une intention d'achat à ce mot-clé. Donc là, on revient vraiment à ce que tu me demandais tout à l'heure, Benoît, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décide si ce mot-clé, c'est un mot-clé avec une forte intention d'achat. Et en fait, donc là, le process, je l'ai fait. Du coup, il faut se dire que c'est un process qui prend beaucoup de temps parce qu'on va prendre en moyenne genre peut-être 20 secondes par mot-clé. Donc c'est un process qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que c'est important avant de filtrer par volume et d'essayer d'avoir déjà un premier filtre à la première étape. Cette étape, du coup, on va le faire vraiment manuellement. Et en fait, on va aller taper dans Google, par exemple, plan de trésorerie. Et on va se dire, est-ce que moi, si je vois un logiciel de trésorerie, ça m'intéresse d'apparaître sur sa recherche? J'ai l'impression que c'est quand même intéressant parce que sur ces recherches-là, il y a des trucs qui montrent comme comment faire un plan de trésorerie, etc. Établir un plan de trésorerie. Or, c'est ce que fait mon logiciel. Donc, potentiellement, je peux faire un article là-dessus et faire monter mon logiciel dessus. Donc, par exemple, sur plan de trésorerie, j'ai mis une intention d'achat moyenne. Je n'ai pas mis intention d'achat forte parce que pour moi, intention d'achat forte, c'est vraiment un mec qui tape logiciel de trésorerie, c'est-à-dire vraiment le truc fait pour mon métier. C'est vraiment, il recherche le produit que je vends. Donc là, si je devais vous montrer, par exemple, tout ce qui est intention d'achat forte, ça va être, ben voilà, il n'y en a que deux, c'est logiciel de trésorerie. Dans les deuxièmes, ça va être des trucs typiquement où on va pouvoir en fait faire des articles sur le sujet et se dire qu'on va pouvoir amener un peu de manière détournée notre produit. Mais on se rappelle qu'à la base, les gens ne cherchent pas forcément notre produit. C'est pour ça que c'est seulement intention d'achat moyenne. Le troisième, c'est vraiment les trucs qu'on va pas taffer en priorité, quoi. Pour vous donner des exemples, donc là, par exemple, intention d'achat faible, j'ai mis des trucs du type plan de trésorerie association. Alors là, je ne connais pas bien le milieu des associations, mais je me suis dit, si tu as une association, globalement, tu as peut-être moins de blé, donc c'est pas ma cible prioritaire. Ou des trucs du type plan de trésorerie, définition, ça typiquement, c'est un mec qui est genre étudiant en comptabilité. On s'en fout un peu de lui parler de nous, pour l'instant, c'est trop tôt, quoi. Ou des trucs du type crédit de trésorerie pour entreprise, c'est des trucs genre des prêts pour entreprise, donc ça nous intéresse absolument pas. Et du coup, en fait, là, ça te permet d'identifier justement, comme on l'a vu, l'intention d'achat en fonction de la sémantique des mots-clés. Et du coup, derrière, tu vas pouvoir, pour résumer, moduler
l'intensité, on va dire, commerciale de ton contenu en fonction justement de cette information-là. Et tu vas pouvoir faire du contenu plus informatif, du contenu plus orienté conversion, etc. Et justement t'adapter en fait à l'étape du cycle d'achat du visiteur en fait. Tu as tout à fait raison, en fait, Benoît. Cette étape, elle a en fait deux objectifs. Le premier, c'est vraiment de prioriser. Je me suis mis dans les pompes d'un mec qui est genre solopreneur ou un mec qui a peu de temps pour le SEO. Tu as besoin de prioriser sur les mots-clés qui vont tout de suite te rapporter du business. Et donc, définir cette intention d'achat, ce niveau d'intention d'achat, donc ça, c'est la première nécessité, enfin, le premier bénéfice. Et le deuxième, tu as raison, c'est tout à fait ça, c'est de se dire quel type de contenu je vais pouvoir proposer. Sur En gros, chaîne, c'est etc., en priorité, aller se positionner sur les mots-clés avec une intention d'achat forte pour aller, où on va pouvoir aller capter globalement, enfin, les 10% de son marché qui sont déjà intentionnistes, qui sont en recherche d'une solution. Et ensuite, plus secondairement, aller se positionner sur les autres mots-clés moins intentionnistes. On va pouvoir aller travailler le reste du marché qui est pas encore en recherche, mais qui pourrait le devenir à terme, quoi. C'est Ok, exactement d'accord. ça. On a surtout pour l'instant parlé de trucs un peu B2B, etc. Mais en e-commerce, pour les gens qui sont en e-commerce, cette étape-là, ça va permettre de distinguer aussi entre les contenus du type vraiment très commerciaux, genre fiche produit, et les contenus de type blog. Je vais prendre un exemple très concret. L'autre jour, je parlais à Hélène du site Cure, qui vend des vitamines. En fait, pour eux, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des recherches très génériques du type vitamine D bénéfice, et puis il y a des trucs du type comprimé vitamine D. Typiquement, sur une recherche de type vitamine D comprimé, c'est une recherche qui est prioritaire pour vous, parce que intention d'achat, et c'est aussi une recherche où vous allez plutôt positionner des pages produits ou des pages de catégories de produits. Et donc, du coup, ça revient à ce que tu disais, Benoît, c'est-à-dire ça te permet aussi de commencer à adapter le type de contenu que tu vas écrire. La deuxième colonne que vous pouvez voir ici, je me suis fait une petite règle Excel. Alors là, c'est automatisé. C'est en fait une règle basée sur le volume de recherche. J'ai créé une règle juste s'il y a plus de 500 recherches par mois, je considère que c'est une recherche mastodonte, donc intéressante. Et donc, en fait, ce qu'elle me permet, c'est de rajouter un deuxième niveau de priorité qui est quel est le volume que j'ai ici. C'est le nombre de personnes qui chaque mois tapent ce mot-clé dans Google. Donc ici, c'est important aussi de se dire, est-ce que c'est un mot-clé de niche? Donc potentiellement, même si je suis premier, ça ne va pas me rapporter beaucoup de visiteurs. Ou est-ce que c'est un mot-clé genre mastodonte, c'est-à-dire si je suis premier sur ce mot-clé, ça va me rapporter 1200 clics par mois. Donc pour ça, j'ai fait une formule Excel qui est vraiment très très bête avec des si. Basé là-dessus, j'ai fait une formule un peu de poudre de perlimpinpin où en fait, je vais prendre deux critères. Plus l'intention d'achat est forte, plus j'ai un score de priorité élevé, et plus le volume de recherche est élevé, plus mon score il augmente. Comme je voulais un truc où l'intention d'achat elle pèse très fort dans le score de priorité, j'ai un peu pondéré, donc en fait je multiplie par 3 le score d'intention d'achat et ça me permet d'avoir un score d'intention d'achat qui pèse 3 fois plus lourd que le volume de recherche. Et en fait, l'idée derrière cette formule mathématique, c'est d'aboutir à un score de priorité où en fait, demain, je peux commencer à rédiger mes contenus et me dire, tiens, en priorité, il faut que j'écrive un article sur logiciel de trésorerie. Ensuite, je vais enchaîner sur un article sur plan de trésorerie. Ensuite, je travaillerai sur budget de trésorerie. Et tout ça, je le vois en 2 secondes parce que j'ai ce score qui fait le taf pour moi, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez avoir des bons résultats en SEO, il va falloir sans doute en moyenne produire des contenus de plus de 1000 mots. Et en fait, écrire un article de 1000 mots qui tient vraiment la route, ça peut vous prendre 2 à 3 heures, voire plus. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vraiment bien prioriser pour être sûr que vous mettez l'accent dès le départ sur les trucs qui vont être utiles à votre boîte. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, moi, honnêtement, j'y passerai genre au moins 24 heures. L'étape qui prend le plus de temps, c'est la position dans le funnel, c'est-à-dire est-ce que l'intention d'achat est forte. Et donc, c'est important, en fait, dès le départ, d'essayer de réduire pour pas que vous ayez trop de mots-clés, sinon vous allez vraiment souffrir. Alors, on va rentrer dans la deuxième phase du sujet. On va rajouter une idée. Alors déjà, petit bilan d'étape. En fait, à cette étape-là, vous avez déjà fait vraiment
un excellent boulot, les gars. Vous pouvez vous faire une petite tape dans le dos, puisque vous avez déjà identifié les mots-clés prioritaires et vous les avez priorisés. Donc déjà, vous allez pouvoir voir votre boss et dire « Et Jean-Jacques, j'ai une liste de 50 mots-clés. Je pense que c'est les mots-clés qu'on doit taffer cette année et tu vas voir, c'est ça qui va nous rapporter du business. » Donc vous avez déjà fait un excellent boulot. La deuxième étape, en fait, on va amorcer la production du contenu. Et en fait, en anticipation de cette production de contenu, on va commencer à organiser son contenu. Pourquoi on va faire ça? La plupart des gens qui font du SEO, ils font une erreur très classique. C'est qu'ils vont en fait avoir un blog, ils vont publier leur article dans le désordre. Donc, dès qu'ils ont un nouvel article, boum, ils le postent sur le blog. Par exemple, tu vas aller sur le blog, tu vas avoir un article qui parle de automatiser LinkedIn et l'article suivant, ça va être comment obtenir plus de followers sur Instagram. Et puis, tu auras un troisième article qui est comment changer sa photo de profil sur Facebook. Ça, c'est une erreur parce qu'en fait, Google, il favorise les sites spécialisés. Je vais vous donner un exemple très, très cool. J'ai tapé, par exemple, capsule à café dans Google. Vous allez voir qu'en fait, toutes les recherches qui remontent, c'est que des sites spécialisés. Coffee Web Store, Maxi Coffee, Capsule Café, Nespresso. Cdiscount n'est que 5e et c'est le seul non spécialisé en café qui ressort. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que naturellement, Google, il va analyser votre contenu et il va essayer de voir si vous êtes un spécialiste. Et en fait, dans le cadre de cette analyse, il va utiliser des algorithmes de proximité entre les thématiques. Donc typiquement, si la taupe Google, elle arrive sur votre site et qu'elle voit un article qui parle de Facebook, un article qui parle d'Instagram et un article qui parle de comment changer sa photo de profil sur Pinterest, il va se dire, OK, ce site, il n'est pas spécialisé, il parle de thématiques dans le désordre, je ne vois pas de thématique unifiée. Et ça paraît hyper con, mais Google est bête à ce point-là. Et donc, en fait, ce qu'on va faire pour éviter ce truc-là, c'est qu'on va utiliser une notion de cocon. Cocon, cluster, hub, donc ça parle toujours de la même chose. L'idée, c'est en fait d'organiser vos contenus pour Google. Je vais vous montrer un exemple en live sur Backlinko, par exemple. Vous allez voir que Backlinko, en fait, il a créé un hub dans lequel il a mis tous ses articles qui parlent de content marketing. Donc, il y a un premier article avec les content marketing fundamentals. Ensuite, la production de contenu. Ensuite, le blogging et le written content, etc. Pourquoi c'est hyper intéressant de faire ça? C'est parce qu'en fait, quand Google il arrive là-dedans, il voit que des articles qui parlent de content marketing. Donc là, par exemple, typiquement, il voit que ça parle de content marketing, c'est un premier article qui en parle. Derrière, il voit que next, boom, le prochain article, il parle encore de contenu, etc. Et en fait, Google est très, très sensible à ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est hyper important, cette notion de hub, et de se dire, au lieu de produire des contenus que je publie dans le désordre sur WordPress, je vais en fait me séparer de WordPress et je vais créer des hubs. Nous, on l'a mis en place sur Wisepops il y a déjà 1 an et demi. Et en fait, on a vu notre SEO qui a monté directement. Donc, si je devais vous montrer à quoi ça ressemble chez nous, j'ai ma page mère qui va parler d'Exit Pop-up. Juste, rassurez-vous, hein, si vous êtes encore largué à ce stade-là, c'est normal. On va en reparler encore plus en détail. Et globalement, là, si je suis sur ma page Exit Pop-up, vous allez voir qu'en fait, en dessous, j'ai des articles qui parlent aussi d'Exit Pop-up, mais sous d'autres aspects. Et en fait, j'ai aussi cette notion de hub, c'est-à-dire que tous les articles que j'ai créés Exit Pop-up, ils sont liés entre eux. Et donc, Google, il arrive un petit peu dans ce goulot d'étranglement où il va voir plein de trucs qui parlent d'Exit Pop-up et il va se dire, OK, là, ce site, il est vraiment spécialisé dans la thématique. Donc après, il y a plein de façons de le faire. Par exemple, HubSpot le fait de manière totalement invisible, où en fait, il va juste rajouter des liens au cœur de l'article. Mais globalement, ils le font. Et voilà comment ça marche. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir une page mère dans laquelle vous allez parler de l'article de la thématique sous un angle, et ensuite des pages filles sur lesquelles vous allez aborder le sujet d'une autre façon. Donc, typiquement, par exemple, dans le cas de Wisepops, le sujet Exit Pop-up, j'ai une page qui parle des Exit Pop-up et en dessous des articles qui vont parler, par exemple, de Exit Pop-up Examples, How to create the best Exit Pop-up, Exit Pop-up Hacks, etc. Donc, c'est d'autres mots-clés
mais tous réunis entre eux autour du hub Exit Pop-up. Maintenant qu'on a vu ce concept, la question c'est comment concrètement on va mettre ça en place dans son plan de contenu. C'est quand même pas évident de se dire comment je fais des hubs. Pour ça, Ahrefs fait encore une fois la vie avec cette notion de parent keyword. Cette notion de parent keyword, en fait, c'est selon Ahrefs. Alors, je pense qu'ils prennent la data de Google Ads, mais selon Ahrefs, c'est quelle est la thématique globale de ce mot-clé. Donc, par exemple, logiciel trésorerie, a priori, la thématique, c'est logiciel de gestion de trésorerie. Et si je regarde, je vais prendre budget de trésorerie. Par exemple, Ahrefs a identifié que budget de trésorerie, il y avait 3 mots-clés. Il y avait budget de trésorerie sans accent et budget prévisionnel de trésorerie. Et donc ça, en fait, Ahrefs a déjà fait le boulot d'essayer de regrouper par thématique. Et donc, on va s'en servir de ce boulot-là qu'ils ont déjà fait. Alors là, globalement, Ahrefs fait le taf jusqu'à un certain point. Mais il va falloir faire preuve d'esprit un peu critique et ne pas hésiter parfois à aller au-delà de ce que Ahrefs recommande. Donc là, je vous ai pris un exemple où en fait, j'ai commencé à regarder un peu le parent keyword plan de trésorerie et à me dire, tiens, est-ce que je pourrais faire un hub sur le sujet plan de trésorerie. Hop. Et donc, en fait, là, Ahrefs, il m'a réuni tous ces mots-clés dessus. Sauf qu'en fait, je suis pas hyper d'accord avec lui. Par exemple, tableau trésorerie, il a mis dans plan de trésorerie. Pour moi, c'est pas hyper lié, donc je vais le mettre dans un truc à part. Trésorerie prévisionnelle, pareil, je pense que c'est un mot-clé que je travaillerai à part. Plan de trésorerie, exemple. Par contre, ça, c'est bien dans mon domaine. Donc, en fait, j'ai analysé ça de manière vraiment très subjective, aussi en tapant les mots-clés dans Google. Et ensuite, du coup, je me retrouve avec une colonne où là, j'ai rentré tous ces mots-clés-là, je veux les travailler sur mon hub plan de trésorerie. Parce que pour moi, ils sont très liés les uns les autres. C'est aussi une étape qui va être très difficile parce qu'il va falloir se dire, OK, est-ce que le regroupement fait par Ahrefs, il a du sens ou est-ce que moi, j'ai envie de faire les choses de manière un petit peu différente? Et donc, une fois que vous avez fait ce travail, donc là, moi, j'étais un peu fainéant, j'ai fait qu'un seul hub. Donc, j'ai mon hub plan de trésorerie. Il va falloir déterminer en fait quelle est ma page mère, celle qui va être au-dessus des autres, et quelles sont les pages un petit peu filles, ce qu'on appelle les cluster content. Donc moi, j'ai fait le boulot, j'ai repris en fait ces mots-clés et je me suis dit, tiens, quel contenu je vais faire sur cette thématique? Et donc j'ai fini avec cette organisation-là, une page mère où je mets plan de trésorerie, le guide ultime, et où en fait l'idée, c'est d'aller un petit peu copier ce qu'on fait, le coin des entrepreneurs, Agicap et le journal du net, où en fait je vais avoir un truc très généraliste qui va parler de toutes les thématiques qu'on peut trouver. Ensuite, en dessous, je vais avoir un truc qui répond au mot-clé plan de trésorerie prévisionnel Excel. Et donc, mon article, c'est construire son plan de trésorerie dans Excel, méthode et template. Ensuite, je vais avoir 10 exemples de plans de trésorerie pour le mot-clé plan de trésorerie exemple. Et ensuite, qu'est-ce qu'un plan de trésorerie pour répondre à un plan de trésorerie définition. Et vous voyez en fait que tous ces articles, ils peuvent être connectés entre eux parce que je reste bien autour de la thématique plan de trésorerie. Pour vous rappeler un petit peu la structure de toute la presse, première partie, c'était vraiment trouver ces mots-clés. Deuxième partie, c'est les organiser et les structurer avec cette notion de hub. La troisième partie, maintenant, on va partir sur la rédaction. Et donc, on va partir un petit peu sur le sujet de comment on écrit un article de blog ou une landing page, etc., à partir des données de Google. Je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a une question qui est très intéressante que tu m'as posée, qui est avec quel style on écrit en SEO? Dans les faits, le style en lui-même, j'ai pas vraiment de recommandations. En fait, on ne sait pas aujourd'hui si Google a des algorithmes qui, par exemple, étudient le style de langage, est-ce que c'est soutenu ou pas. Moi, en général, j'essaie d'écrire de manière hyper naturelle et de manière la plus claire possible. Mon objectif, c'est juste que quelqu'un de lambda qui tombe sur mon article trouve l'article intéressant, bien écrit, etc. Donc, on va passer un peu à l'étape de rédaction et on va, en fait, mon exemple dans cette idée, c'est qu'est-ce que je mets dans mon article plan de trésorerie, le guide ultime. Et en fait, vous allez voir que la vie est hyper simplifiée par les outils. La première chose que je fais, moi, quand je vais rédiger un article, c'est que je tape ce mot-clé dans Google. Donc là, je vais aller taper, hop, plan de trésorerie. Et en fait, déjà, la première chose que je fais, c'est que je regarde qu'est-ce qui remonte dans Google. Article de blog. Article de blog.
article de blog, article de média, article de média, blog, etc. Donc là, j'ai un premier truc qui est hyper important, c'est une première info qui est hyper importante, qui est l'article, le contenu que je vais devoir produire pour remonter. A priori, c'est pas du tout un contenu commercial, c'est vraiment un article de blog. Pourquoi je sais ça? C'est parce que il y a que des articles de blog qui remontent. Donc globalement, sur cette recherche, on sent que Google fait plutôt remonter du contenu éducatif, pas du tout du contenu commercial. Donc déjà ici, c'est hyper important de se dire, je vais pas partir en cacahuète et faire une landing page. Il faut direct partir sur un article de blog. Un autre truc qu'on voit qui est intéressant sur cette page, c'est que vous voyez ici, Google fait ressortir des images avec, en plus, des suggestions. Excel, tableau, exemple, modèle, prévisionnel. Qu'est-ce que ça m'apprend? C'est que globalement, dans mon article, il va falloir que ce soit assez visuel et que justement, je reprenne des exemples très visuels. Parce qu'a priori, Google met beaucoup en avant l'aspect visuel de cette thématique. Le deuxième, on a beaucoup de chance. Ici, sur cette recherche, on a le widget qui ne ressort pas sur toutes les recherches, mais qui ressort dans ce cas-là. Et en fait, moi, ce widget, je vais l'utiliser en fait pour faire le plan de mon article. Donc, typiquement, quand j'écris un article, en général, ça va être mes parties. Par exemple, comment faire un plan de trésorerie, ça va être mon grand 1. Comment analyser mon plan de trésorerie, ça va sans doute être une autre partie. Qu'est-ce qu'un prévisionnel de trésorerie, ça peut être ma première partie pour introduire sur le sujet, etc. Et là où le truc est totalement dingo, c'est qu'en fait, quand je clique là-dessus, il va me rajouter des questions à la suite. Donc en fait, là, je peux passer genre 5 minutes à cliquer et en fait, il va ne faire que me rajouter des suggestions. Donc là, en fait, c'est une mine d'or pour faire vos contenus. Typiquement, moi, en vrai, quand je rédige des contenus, il y a énormément de cas où en fait, je vais copier-coller cette question et ça va faire une de mes parties. Et ça va faire deux choses. Déjà, ça répond aux vraies questions que les gens se posent sur Google, parce que ça, Google le crée à partir de ce que les gens tapent dans Google. Premier bon truc, le contenu va répondre aux questions des internautes. Et deuxième point positif, c'est que Google voit qu'on comprend les intentions de recherche et les questions que se posent les gens. Et donc, du coup, il va aussi bien ranker mon article parce qu'il voit que j'ai bien compris comment fonctionnent les gens. Cette astuce, elle paraît genre super conne et peut-être que les gens qui regardent ça se disent mais ce mec est un bolos, c'est pas possible de s'appuyer là-dessus pour rédiger du contenu. Moi, la première fois que j'ai utilisé cette astuce, l'article que j'ai écrit, il était deuxième au bout de 3 semaines parce que ma structure, elle était directement quasiment copier-coller des questions qui étaient là. Et en plus, vous avez la data directement de Google qui a fait le taf d'analyser et de cruncher les recherches pour nous. Un peu dans le même esprit, il y a un autre truc qu'on peut utiliser, c'est des suggestions ici. Donc là, par exemple, trésorerie, Excel, tableau, etc. Ça, c'est des trucs qui peuvent servir soit de mots-clés dans l'article, soit de parties. Et souvent, on fait la même chose avec le bas de page. C'est-à-dire, par exemple, plan de financement. Je vais peut-être l'utiliser dans mon article, peut-être pas pour faire une partie, mais pour enrichir un peu sémantiquement et montrer à Google que j'ai bien vu que le sujet plan de trésorerie, c'est un peu lié au sujet plan de financement. On va aller encore un petit peu plus loin et utiliser un outil qui est un outil grand public, qui est un outil totalement gratuit, qui s'appelle Answer the Public. Donc là, je vous invite chez vous à le lancer et vous allez voir, on va vraiment se marrer. Donc, Answer the Public, je vais vous expliquer vite fait le principe. Donc, comment marche Answer the Public? Il va aller en fait dans Google. Donc là, je vais aller sur Google et faire la démo en live. Il va taper, par exemple, donc c'est débile, hein, il tape comment et le mot-clé. Et là, en fait, vous allez voir que Google remonte direct des questions que les gens tapent sur Google sur ce mot-clé. Et Answer the Public va faire ce travail pour comment, pourquoi. Il va faire ça aussi, ce travail d'une autre façon. Donc là, par exemple, il va récupérer aussi plein de mots-clés hyper riches pour notaire, achat immobilier, etc. Donc voilà comment ça marche. Et je vais vous montrer du coup en live. Donc là, plan de trésorerie. Je vais me mettre sur la France. Et là, la magie va opérer. Vous allez voir qu'en fait, il va cruncher pendant quelques secondes Google. Et en fait, il va me sortir un truc en plus que vous pouvez télécharger soit en CSV, soit regarder de manière visuelle dans l'outil. Et voilà, là, c'est le gavage. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'un plan de trésorerie? Comment faire un plan de trésorerie? Comment remplir un plan de financement? Comment faire un plan de trésorerie prévisionnel? Qu'est-ce qu'un plan de financement immobilier?
plan de finance, trésorerie, explication. Et ça, en fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir plein d'idées de de quoi va parler votre article. Donc parfois, comme c'est le cas ici, on a 187 suggestions, donc on peut vraiment s'y perdre. Mais c'est un des meilleurs trucs pour se dire, tiens, quelles sont vraiment les questions que les gens se posent et comment je vais pouvoir, de quoi je vais parler dans mon article, quels sont les mots-clés que je dois trouver, etc., etc. Une fois que tu as identifié ces mots-clés-là, tu recommandes de les bombarder dans ton article, comme on voit des fois dans des articles, voilà, de les placer à toutes les sauces dans une phrase sur trois, ou d'y aller plutôt mollo et de privilégier un style un peu plus naturel? Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus. Il y a une école, en fait, où il y a des gens qui utilisent un métrique qui s'appelle la keyword density. C'est-à-dire qu'en fait, ils se prévoient, par exemple, genre 30 mots-clés à mettre dans l'article et ils mettent un ratio de réutilisation idéal du mot-clé dans l'article. Donc, c'est-à-dire qu'ils essayent d'optimiser le nombre de fois où ils utilisent le mot-clé dans l'article. Personnellement, j'ai jamais fait ça. Moi, mon seul souci, c'est d'essayer quand même d'utiliser des mots-clés que je vois en suggestion parce que je me dis, j'essaie qu'ils apparaissent au moins une fois pour montrer à Google qu'en fait, j'ai bien compris le sujet. Parce qu'en fait, Google, comment il raisonne? Il raisonne beaucoup par association d'idées. Et donc, du coup, de réutiliser ces mots-clés au moins une fois, ça me permet de montrer à Google que j'ai compris le truc. Après, franchement, il y a des gens qui vont genre hyper optimiser en mode je vais mettre 3 fois le mot-clé, je vais utiliser le mot-clé dans une phrase en gras, je veux utiliser le mot-clé dans des titres. Moi, franchement, je fais ça de manière beaucoup plus tranquille et naturelle. Donc, en fait, j'ai juste fait l'exercice à partir du mot-clé plan de trésorerie, comment moi j'aurais rédigé l'article. Donc, en fait, j'ai repris la question qu'est-ce que le plan de trésorerie pour ma première partie, comment faire un plan de trésorerie qui était ma deuxième question. Troisième question, c'était comment analyser un plan de trésorerie. Donc là, j'ai un peu reformulé. Et après, ça, plan de trésorerie, définition, à quoi sert le plan de trésorerie, etc. Ça, c'est que des trucs que j'ai eu sur une séance de public. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que moi, je connais absolument rien à un plan de trésorerie. Je sais même pas ce que c'est. Je sais juste que ça a l'air chiant comme la pluie. Mais même sans rien connaître, juste en utilisant des outils SEO, je suis capable de dire à peu près qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'article. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'en SEO, souvent les articles qui remontent et qui se portent bien, c'est souvent des articles où tu as une connaissance métier que n'a pas un rédacteur. Donc par exemple, nous, au début, avant que j'arrive chez Wisepops, on avait un mec qui rédigeait nos articles. Et en fait, tu voyais tout de suite que c'était pas un mec qui connaissait le sujet qui avait rédigé, parce qu'il n'y avait pas de data, il n'y avait pas d'exemple. Et en fait, à partir du moment où on a repris le contenu chez nous, donc moi, je rédige moi-même mes articles, on a rajouté de la data, on a rajouté des exemples, etc. Et ça a eu un impact de malade sur les résultats. Donc moi, ce que je conseille, c'est toujours, si possible, d'essayer de commencer à rédiger soi-même les articles. Petit 1, ça donne une idée de la difficulté. Ça donne aussi une bonne idée de ce qu'on doit demander à un rédacteur. Ça donne des exemples à donner au rédacteur. Et puis, enfin, voilà, vous pouvez pas, un rédacteur ne pourra pas aussi bien écrire que vous parce qu'il ne connaît pas aussi bien le sujet que vous. Ce qui est génial avec ces trucs-là, c'est que tout ce que tu fais pour le SEO, tu vas pouvoir le réutiliser sur LinkedIn pour faire des petits nuggets de contenu, tu vas pouvoir le réutiliser dans des vidéos Facebook, tu vas pouvoir faire des livres blancs. Tout le contenu, derrière, tu vas pouvoir le réutiliser sur plein d'autres formats. Nous, par exemple, un de nos plans, c'est qu'on a fait beaucoup d'articles basés sur des stats d'A/B test, sur des résultats d'A/B test. La prochaine étape pour nous, c'est en fait de faire des petites vidéos LinkedIn de genre 1 ou 2 minutes où on décrypte un A/B test. Et du coup, on réutilise tout ce contenu qu'on a fait en SEO. On va pouvoir lui donner une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle vie sur LinkedIn. Si tu pouvais résumer les 3 étapes avec vraiment ce qu'il faut retenir à chaque fois de chacune d'elles pour vraiment un synopsis de tout ce qu'on a vu là. La première étape, c'est de s'équiper d'un bon outil SEO. Si vous partez sur un mauvais outil, tout le reste va s'en ressentir. Une fois que vous avez le bon outil SEO, faites une recherche de mots-clés qui est basée à la fois sur des mots-clés auxquels vous pensez et sur les mots-clés de vos concurrents. Si vous êtes sur un marché mature, utiliser les mots-clés de vos concurrents va vous permettre de gagner un temps de malade. Deuxième étape, prioriser ces mots-clés. Ne pas être trop gourmand, ne pas vouloir direct partir sur 150 articles. Prioriser 10, 15, 20 mots-clés sur lesquels vous allez taffer vraiment à fond de manière qualitative. Étape suivante, bien organiser son contenu et bien l'anticiper dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, je sais que je vais avoir tel article que je vais publier telle semaine
et que cet article, il sera connecté à tel autre article et que tout ça sera dans un coin précis de mon site, pas sur un blog où mes articles se retrouvent les uns à la suite des autres. Et puis la dernière étape, c'est d'être pragmatique. Quand on fait de la rédaction, n'essayez pas forcément de réinventer la roue, appuyez-vous sur les suggestions, essayez d'être le meilleur dans la réutilisation de ces suggestions, c'est-à-dire comment on va répondre à ces questions que Google nous livre sur un plateau. Et voilà, et pour moi, il y a l'étape d'après dont on n'a pas parlé, qui est tout ce qui est obtention de liens. Je vous ai mis en fait dans les slides que vous enverra Benoît, il y a un article qui s'appelle Our Process to Get Backlinks. Et ça, c'est ce que nous, on fait chez Wisepops pour obtenir des liens. C'est une phase qui est aussi hyper importante. Et vous pourrez lire l'article que j'ai écrit. Si vous avez des questions là-dessus, je peux aussi vous y répondre par email. Merci beaucoup Grégoire. C'était super intéressant. On a appris plein de trucs. Il y a énormément de choses qui en sont ressorties. Donc, Grégoire, où est-ce qu'on peut te joindre? Greg@wisepops.com. Ok, alors greg@wisepops.com si vous avez des questions. Le floudez pas trop. Hein. Merci à tous et à très vite.